Nous allons passer à la dernière session dédiée à la bonne connaissance de l'abeille, ou plutôt des abeilles. Je vous invite à monter sur scène. Vous pouvez tous vous mélanger. La table est une table réunie. On vous attend, Bernard. De la journée. Nous allons démarrer cet atelier par les résultats du projet Paul Apis. Voilà, c'est toujours le même miel ce matin. Donc nous allons les résultats du projet Paul Apis. Ce projet s'est déroulé de 2013 à 2016. Il était porté par l'INRA et l'ITSAP. Et puis nous allons après passer au travail de thèse de Stan Chabert sur l'évaluation des colonies d'abeilles. Donc on va démarrer par vous, Bernard Vessière, donc pareil, chargé de recherche au laboratoire pollinisation et écologie des abeilles à l'INRA d'Avignon. Présentez-nous ce projet et ses partenaires. Si je peux avoir il y a 3 diapos, ça va aller vite, comme vous m'avez demandé. Je peux avoir la première diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc le programme Paul Apis, prendre le temps, pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc le titre c'était Optimisation de la pollinisation d'une culture. Le micro plus près. Oui, plus près. D'une culture par les abeilles domestiques et sauvages, approche intégrée de la gestion du cheptel et de la conduite des colonies. Donc ce titre, en fait, on y a pas mal réfléchi, il y a pas mal de choses derrière, en particulier le concept de pollinisation intégrée, donc essayer de gérer ensemble les abeilles mellifères et les abeilles sauvages, qui sont quand même importantes, qu'on oublie souvent. Et ce programme a été conduit avec l'aide de France Agrimaire pour le financement. C'est un programme sur 3 ans, 2013-2016. Que dire de plus? On va passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y avait un certain nombre de partenaires. J'aurais dû mettre les objectifs avant les partenaires, d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Oui, merci, c'est bien, c'est super. Donc, premier objectif, mesurer l'efficacité pollinisatrice des principaux insectes pollinisateurs en tenant compte du type de ressources butinées, nectar et ou pollen, parce que quand on est en production de semences hybrides, les butineuses de pollen ne visitent que très peu ou pas du tout les variétés, enfin les lignées mâles stériles, puisqu'elles n'ont pas de pollen, hein, c'est pas très original. Et par ailleurs, quand on augmente, si on peut augmenter les butineuses de nectar, on augmente quand même les possibilités de transfert de pollen. Le deuxième objectif, c'était mettre au point et valider une méthode objective pour déterminer la charge en unité opérationnelle d'abeilles domestiques et à introduire dans les cultures cibles pour complémenter la faune pollinisatrice sauvage et maximiser la pollinisation. Donc là, l'objectif, c'était de minimiser la compétition éventuelle, si tant est qu'il y en ait, entre la faune pollinisatrice sauvage, la faune pollinisatrice introduite, abeilles domestiques et ou bourdons, il ne faut pas les oublier, et puis les abeilles sauvages. Et puis l'idée aussi, c'est que tout le monde parle de ruches par hectare, ce qui n'a souvent pas grand sens, mais même en colonies par hectare, on s'est aperçu que ça recouvrait des tailles de colonies qui pouvaient être très différentes, d'où le travail de l'ANAMSO d'ailleurs sur l'évaluation de cette taille des colonies avec BiExpert. Et donc ça, Stan va en parler, c'est la méthode Polyval qu'on a adaptée de la méthode aux États-Unis. Et puis le troisième point qui était très important aussi, c'était acquérir des références technico-économiques à l'échelle de l'exploitation sur ce chantier, sur cette prestation de pollinisation. Là, je ne parle plus de service, c'est une prestation. Et ça, c'est l'INSAP qui s'en est chargé, puisqu'il y avait un tiers du budget, et nous, on avait 2 tiers en moyenne. Diapo précédente, s'il vous plaît. Merci. Donc les partenaires du projet, à la base, c'est l'INRA et l'ITSAP, avec soutien financier de France Agrimaire. Et puis pour la partie technico-économique, l'ITSAP a entouré des ADA, de 3 ADA dans lesquels on a réalisé les expérimentations. Donc l'ADARA pour Rhône-Alpes, l'ADAM pour Midi-Pyrénées et puis l'ADAC pour Aquitaine, maintenant Nouvelle-Aquitaine. Et puis l'ITSAP s'est aussi entouré
d'un économiste, à savoir Nicolas Galaï, qui était à l'ENFA, qui est devenu l'ENSFEA, donc l'enseignement agricole, enfin professeur d'économie dans l'École nationale supérieure d'enseignement agricole. Et puis au niveau de l'ANAMSO, on a travaillé assez dur et on a réussi à obtenir, avec le soutien du CNIS et de l'UFS, dans le cadre des actions spécifiques, une bourse CIFRE, en la personne de Stan Chabert, et qui a été adossée au programme au programme Polapis, et c'est ça qui va vous être présenté pour le reste de cet après-midi. Alors, est-ce que vous considérez que Polapis a rempli ses objectifs ? Je peux avoir la diapo précédente, voilà, s'il vous plaît ? On va la remettre pour les rappeler. Je pense que oui, on a quand même pas trop mal réussi au niveau on n'a pas trop mal atteint les différents objectifs qui étaient proposés. Mesurer l'efficacité pollinisatrice, bon, ça a été fait. Il faut savoir qu'on a travaillé, et ça c'est un petit peu la particularité de mon labo, on travaille au maximum sur la charge en pollen des stigmates. Alors pour les espèces autocompatibles comme le colza, on travaille sur la quantité, le nombre de grains de pollen par stigmate. Pour les espèces auto-incompatibles sur lesquelles on a moins travaillé dans le cadre de mon labo, c'est les tubes polliniques par stigmate, par pistil en fait, qu'il faudrait arriver à mesurer. Mais ça on l'a fait donc pour les différents insectes pollinisateurs et puis en fonction des ressources butinées, nectar ou pollen, sachant que comme il y avait relativement peu de nectar de butineuses de pollen sur les plantes mâles stériles, c'était quand même pas trop facile. Le deuxième objectif, mettre au point et valider une méthode objective, c'est Poleval en fait, où on a développé la méthode qui a été je suis allé aux États-Unis, en Californie, voir comment ça se passait pour les évaluations de colonies là-bas sur l'amandier. Bon, c'était quand même assez intéressant, ça permet de retrouver un certain nombre de copains. Et puis, on a adapté la méthode pour l'utiliser maintenant sur le terrain. C'est ce qui est fait par l'ANAMSO dans le cadre de BI Expert. C'est la méthode Poleval, où là, en fait, Stan a montré que les cadres d'abeilles par colonie, c'était pas suffisant. En fait, on peut maintenant aller directement en milliers de colonies par hectare. Ça, je pense que c'est quand même un progrès majeur. Et puis les références technico-économiques, je pense qu'elles ont été obtenues dans le cadre d'un travail d'enquête qui a été bien mené par Cécile Ferru et Nicolas Galaï. Je pense que oui. Oui. Et par rapport au programme de départ, est-ce que vous avez des regrets ? Des choses que vous n'avez pas étudiées ? Oui, on n'a pas du tout étudié la viabilité du pollen. Je pense que c'est quand même un élément majeur qu'on aurait pu regarder, en particulier par rapport à la thèse de Stan pour l'impact du changement climatique. Je pense que c'est un élément qui est très important, ce qui va être très important aussi dans le futur. Et puis, on n'a pas du tout pris en compte la partie contamination des semences. Et là, c'est vrai, quand je suis allé voir les gens de Terre Atlantique, par exemple, pour eux, c'est un élément majeur. Et on ne l'a pas du tout pris en compte parce que j'étais pas du tout conscient en fait, que ça leur posait problème à ce point-là. D'accord, ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc Stan Chabert, donc on a commencé à parler de votre travail de thèse. Donc vous êtes docteur en sciences agronomiques et vous avez fini votre thèse fin décembre 2018, qui a été financée par l'ANAMSO et par l'INRA. Et l'objectif était de définir une demande en pollinisation pour faire correspondre une offre. Alors expliquez-nous votre travail et les résultats obtenus. Alors je suis un petit peu speedée pour dire, mais en fait on a du temps. Donc allez-y, présentez-nous les résultats de votre projet. Ok. Donc effectivement l'exercice là qui était un petit peu difficile, c'était de résumer tout le travail de Polapis en quelques diapos. Donc pour notamment ceux qui sont venus hier, vous avez pu voir un peu l'ampleur, sachant qu'en plus il reste encore beaucoup de choses à analyser. Donc pour synthétiser, on est en production de semences hybrides, donc dans ce cadre-là, donc surtout dans les cultures entomophiles. Donc il y a deux types de vecteurs qui transportent le pollen pour aller de la lignée mâle fertile vers la lignée mâle stérile, c'est le vent et les insectes. Alors pour ce qui est du colza et le tournesol, c'est assez proche en production de semences. On est donc là dans ce qu'on a vu. Est-ce que je peux juste revenir sur la diapo d'avant, s'il te plaît ? Oui. C'est juste parce que je pense on jargonne, mais il y en a peut-être dans la salle qui ne maîtrisent pas vraiment bien la production de semences. Ce qu'on appelle un mâle stérile, en fait, c'est ce qu'on appelle vulgairement une femelle. En gros, il y a un papa et une maman, donc le mâle stérile, c'est la femelle. Voilà, c'est-à-dire que la lignée mâle fertile, c'est comme une lignée classique, sauf que c'est une lignée, donc c'est une lignée pure, mais il y a du nectar et du pollen, alors que la lignée mâle stérile, il n'y a que du nectar, ça ne produit pas de pollen. Donc dans ce cadre-là, on est obligé que le pollen est obligé de venir d'ailleurs, et en l'occurrence de la lignée mâle fertile, effectivement. Donc en termes de besoins des insectes pour la pollinisation dans ce type de production, donc on avait recouvert des hampes florales de colza
donc de mâles stériles sous tulle. Le tulle, en fait, on le voit sur la gauche, là, c'est un voile de mariée, voilà, avec 1 mm de trou, et donc il laisse passer que le pollen atmosphérique. Donc on voit qu'en termes de production de graines, on est autour de à peu près une graine. Donc il y a soit donc des hampes qui étaient exposées au vent seulement pendant 1 jour, et après on mettait sous sachet plastique, du coup il n'y a plus de pollinisation possible, ou alors pendant 6 jours, pendant toute la durée de réceptivité du pistil. Et bon, globalement, on voit que entre 1 jour et 6 jours, pour le vent, c'est pareil. Par contre, quand on voit en pollinisation libre, donc c'est les hampes qui sont librement butinées par les insectes, comme on voit sur l'autre photo. Donc là, il y a la contribution à la fois du vent et des insectes. On voit que pour une pollinisation libre qui dure seulement le premier jour, on arrive à une production de 8 graines. Et quand c'est sur toute la durée de réceptivité du pistil, on arrive à 14 graines. Donc on voit que déjà le fait que donc les insectes déjà contribuent plus que le vent, enfin complémentent, que le fait que le pistil soit réceptif sur plusieurs jours, et ça permet d'augmenter la production. Et globalement, donc les insectes contribuent à hauteur de 94% quand même du rendement, du coup au global entre vent et insectes. Donc il y a bien besoin des insectes. Donc la grosse question en fait qu'il y avait derrière Polypis, c'était quelle charge en colonie à l'hectare, parce que donc comme on le voit là, à gauche, donc ça c'est une étude encore qui a fait récemment qui a regardé un petit peu qu'est-ce qui est recommandé. Les recommandations sont très très larges. Alors si on prend le cas de l'oignon qui est surligné en bleu, les recommandations ça va de 1 colonie à l'hectare à 40 colonies à l'hectare. Donc là on voit que il y a un gros manque de travaux là-dessus. En fait, donc la même étude, là, Rollin et Garibaldi, ils ont regardé 800 études au total qui ont regardé les densités d'insectes sur les rendements de différentes cultures. Et sur ces 800 études, il n'y en a que 22 qui ont étudié au moins 2 modalités soit de charge en colonie à l'hectare, soit de densité d'insectes à l'hectare. Donc du coup il y a un gros besoin d'études, d'où le fait que Polapis, le besoin d'études type Polapis. Donc nous, dans le dispositif expérimental qui s'est déroulé sur 3 années, donc on avait soit des parcelles avec 0 colonie à l'hectare à porter, mais ce qui n'empêchait pas qu'il y avait des colonies non gérées, d'apiculteurs aux alentours. Donc 2 colonies à l'hectare, 4 ou 6 et jusqu'à 10 colonies à l'hectare. Donc après il y avait aussi d'autres facteurs là que j'ai pas précisé parce qu'il fallait aller vite, mais bon, il y avait l'histoire du nourrissage au pollen des colonies, l'histoire du paysage aussi qui sont intégrés. D'où le fait qu'on ait un balancement qui est un peu spécial avec 4 colonies à l'hectare sur une année. Et voilà, c'est pas très bien balancé, mais parce qu'il y avait d'autres facteurs. Donc globalement, si on regarde l'effet de la charge en colonie à l'hectare sur les rendements, en fait, comme la douzaine d'études qui ont regardé cette variable sur les rendements, en fait, ça sort jamais. Enfin, il y a un peu de tout qui sort. J'ai bien présenté hier les quelques études. Certaines, on voit bien un effet, d'autres on n'en voit pas, d'autres des fois même on voit l'effet inverse. Enfin, c'est un peu, on sait pas trop du coup, on comprend pas trop. Et effectivement, pour ce qui est de Polapis, de façon brute comme ça, on voit pas trop de choses se dégager. Voilà. Alors chaque année était bien différente. Donc du coup il fallait creuser un peu plus loin, et c'était ce que j'ai abordé, on va dire, dans mon travail stricto sensu de thèse, où j'ai abordé une autre démarche, c'est celle plutôt d'essayer d'adapter une offre en insectes pollinisateurs vis-à-vis d'une demande. Donc offre en insectes qui inclut évidemment ce qu'on apporte en termes de colonies, mais en complément de ce qu'apporte déjà la faune sauvage. C'était dans l'histoire de pollinisation intégrée des cultures, de ce concept-là. Et donc ce qui manquait vraiment là-dedans, c'est surtout en fait l'aspect demande en pollinisation, donc de la culture, qui en fait a été très peu abordé jusqu'ici. Donc c'était ça aussi un petit peu la nouveauté du travail. Et d'intégrer le facteur température aussi, qui est un facteur prépondérant et, comme on va le voir, qui est assez important si on veut quantifier la demande en pollinisation. Donc pour quantifier la demande, je me suis attaché à 2 grosses questions, on va dire, de façon principale. Tout d'abord, la question assez basique de quelle quantité de pollen il faut pour que la pollinisation ne soit pas limitante pour la production. C'est une question assez bête, mais au final, on a pour l'instant jamais eu de modèle pour y répondre. Donc là, on voit sur la figure, c'est donc le nombre de graines produites par fleur en fonction de l'intensité de la pollinisation. L'intensité, c'est tout simplement le nombre de graines le nombre de grains de pollen déposés sur le stigmate. Voilà, à différentes températures.
Et donc là, on a développé un nouveau modèle mathématique, mais la grande nouveauté, c'est que ça permet, donc c'est ce que j'ai entouré en bleu, d'évaluer un seuil en intensité de pollinisation qui permet de déterminer, au-delà de ce seuil, on est plus limitant en termes de pollinisation. Alors là, attention, j'insiste bien, ça marche bien pour les productions de semences hybrides parce que il n'y a pas d'aspect de compétition gamétique. Tout le pollen vient d'une autre lignée très différente. Donc voilà. Après, par exemple, dans les variétés population, ça marche moins. Ok, on va peut-être peut-être que tous les ovules seront fécondés, mais ce qui ne veut pas dire que derrière que la production sera au maximum. Donc en tout cas, voilà, on a une histoire de seuil qui va varier en fonction de la température. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc il y a une température optimale, donc il a été estimé à 22,5 degrés. Donc il faut à cette température-là 44 grains de pollen pour que la grainaison soit maximale sur le colza. Et on voit que plus il va faire froid ou chaud à partir de cette température, plus il va falloir déposer de pollen pour que la pollinisation ne soit pas limitante. Donc là, un gros facteur climatique, voilà, qui est une thématique qui a été un peu abordée dans les questions aujourd'hui. La deuxième question, c'est, donc on sait maintenant quelle quantité de pollen il faut apporter, mais la deuxième question, c'est sur quelle durée. Donc c'est ce qu'on appelle la période effective de pollinisation. En fait, c'est la période pendant laquelle il y a pollinisation, et cette pollinisation peut conduire à une fécondation d'ovules et une production de graines. Donc on le voit ici, on a le nombre de graines par fleur produites en fonction de l'âge de la fleur en temps calendaire, donc simplement l'âge de la fleur en heure à partir de l'anthèse. 0, c'est l'ouverture de la fleur. Et donc les points, en fait, ça correspond. On a pollinisé des fleurs mâles stériles qui avant n'avaient qui n'avaient pas été pollinisées du tout. Donc voilà, elles ont été pollinisées à saturation, voilà, à un certain âge de la fleur. Donc on voit par exemple les points bleus. Donc c'est quand la température moyenne était inférieure à 15 degrés, et on voit que pendant 3 jours, la grenaison peut être maximale. Par contre, au 4e ou au 5e jour, si la fleur n'a pas été pollinisée avant, en fait, les ovules meurent. Et donc, du coup, et au 6e jour, tous les ovules sont morts. Donc là, même s'il n'y a pas eu pollinisation avant, il n'y a plus de production du tout. On voit sur cette figure que plus il va faire chaud, plus cette période va être réduite. Et si on explique ce nombre de graines, non pas en fonction de l'âge de la fleur en temps calendaire, mais en fonction du temps thermique. Donc le temps thermique, on l'utilise beaucoup en agronomie, principalement en degrés jour. Mais depuis 2 ans, un article a proposé qu'on parle plutôt en degrés heure. Et donc j'ai repris cette idée. Pour l'échelle de la fleur, comme ça dure que quelques jours, c'est quand même beaucoup plus pertinent. Et on voit que du coup tous les points s'alignent. En fait, donc cette variable explique bien mieux le nombre de graines par fleur en fonction du temps. Et donc on observe bien une première phase qui correspond à la phase de maturité des ovules. Tous les ovules sont viables et donc peuvent être fécondés. Et ensuite une deuxième phase où les ovules meurent progressivement. Donc il y a une phase de sénescence des ovules. Et donc la première période, là on peut l'estimer du coup à 300 degrés heure. Donc comme on a cette valeur, on peut du coup prédire la période donc effective de pollinisation ou période de réceptivité du pistil, donc complète, c'est-à-dire pendant le temps pendant lequel tous les ovules sont viables, en fonction de la température. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc ici on a les 2 lignées, mâles stériles et mâles fertiles. Donc il n'y a pas de différence entre les 2 lignées parce que les intervalles de confiance à 95% se recouvrent. Et donc globalement, à 12 degrés, on en est à peu près à 2,5 jours de réceptivité, alors que quand on dépasse les 20 degrés, on est en dessous d'1 jour de réceptivité. Donc là, la température a un gros effet sur cette période. Donc le fait de pouvoir le quantifier, ça va nous aider à pouvoir... ce sont des éléments importants pour savoir combien quelle quantité d'abeilles il faut apporter dans les productions. Donc là... Pour donner un exemple concret d'application de Polapis, donc j'ai détaillé ça, mais il faut vraiment voir ça comme une trame en fait de recherche que les établissements doivent mettre en œuvre sur leur lignée pour savoir quelle charge il faut. Donc, par exemple, donc dans Polapis, on a estimé qu'il fallait à peu près, que l'efficacité pollinisatrice individuelle des abeilles mellifères qui butinent le nectar, c'est de 20 grains de pollen à peu près déposés par visite de fleurs sur les stigmates. Donc il faut à peu près 4 visites de fleurs par ces abeilles pour que la grenaison soit complète à 22,5 degrés, donc la température optimale. Qu'à une température moyenne, on va dire de 14 degrés, la période de réceptivité de 2 jours. Qu'on a aussi mesuré la vitesse de butinage. Pour ces abeilles donc, mellifères qui butinent le nectar, c'était à peu près 15 fleurs par minute, 15 fleurs de colza.
bon, grosso modo, la période de butinage sur colza à cette époque, c'est à peu près de 6 heures, on peut dire. Et donc, on peut dire que ces abeilles visitent à peu près 5400 fleurs par jour. On a aussi mesuré la masse florale, donc au pic de floraison. Donc, en milieu de floraison sur colza, c'est à peu près au maximum donc 1000 fleurs réceptives par jour et par mètre carré. Donc sur un hectare, ça fait à peu près 10 millions de fleurs. Et donc on peut estimer un besoin de 3700 butineuses d'abeilles mellifères par hectare. Donc là, je ne tiens pas compte de complémenter la faune sauvage. C'est vraiment si on tient compte que s'il n'y a que ce type d'abeilles, voilà, par rapport à tout ce que j'ai cité précédemment. Si on fait une grosse moyenne aussi, mais pareil, il y a énormément de variations de 20% de butineuses pour une colonie, voilà, on peut donner, voilà, là, dans cet exemple très précis, il faut une colonie de 18 500 abeilles par hectare. Mais attention, ce chiffre-là, je ne dis pas demain, il faut ça. C'est chaque établissement par rapport à un contexte pédoclimatique particulier, un contexte cultural, de lignée, etc. Il faut adapter. C'est juste une piste, en fait, voilà, de réflexion. C'est juste ça par rapport à ce qui a été fait dans Polapis. Donc pour terminer, maintenant, donc là on a vu l'aspect demande en pollinisation. Maintenant, pour qu'il y ait l'offre en insectes, et donc là, pour ce qui nous concerne, en abeilles mellifères délivrées par les colonies. Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle la méthode Poleval par rapport à aux autres méthodes développées dans le cadre de l'UMT Prad, Coleval et Vareval. Donc là, c'est simplement, on a repris ce qui se fait de manière courante en Californie. Donc on compte le nombre d'intercadres recouverts d'abeilles. Donc sur la photo de gauche, c'est à peu près 7 intercadres, 6,5 ou 7. On regarde donc sur le dessus des corps de ruche, y compris sur le dessus et les dessous des hausses quand il y en a, et sur le dessous des corps. Et d'ailleurs, l'information la plus précise et la plus juste, c'est sur le dessous des corps. Donc à droite, puisque c'est beaucoup moins variable en fonction notamment de la température et de la luminosité. Et donc on a fait le lien entre ce nombre d'intercadres qu'on a en ordonnée. Donc ici c'était sur le dessous du corps de ruche, et en abscisse en fonction donc du nombre d'abeilles adultes par colonie, parce qu'on a cherché à valider la méthode. Donc voilà, on a cette relation. Donc l'idée, voilà, pour répondre à la question précédemment, donc je proposais une colonie avec 18 500 abeilles. Donc là, on va proposer une abac. Donc on voit 18 500 abeilles, ça fait une colonie avec 7 intercadres sur le dessous. Donc du coup, là on a un premier exemple d'essayer d'adapter une offre en insectes pollinisateurs par rapport à une demande en pollinisation qu'il faut quantifier. Merci Stan. Et quelle sera la suite de ce travail ? Je ne sais pas si est-ce que c'est plus à même de répondre. Parce que pour ce qui est de Polapis, en tout cas, il y a énormément de données qui restent à analyser, énormément de travail pour vraiment répondre à la question de manière, parce que là c'est vraiment très grossier. Après, sur les éléments, période effective de pollinisation et quantité de pollen déposé sur le stigmate, donc ça a été étudié, mais après il y a plein d'autres aspects qu'il faut étudier vraiment de manière précise et en profondeur. Donc il y a encore énormément de travail à faire. En ce qui me concerne, moi j'ai passé ma thèse, donc là j'ai un peu une année où je vais faire autre chose, mais après je vais partir à l'étranger. Mais bon, en ce qui me concerne, pour l'instant, je suis plus trop dans le système. Donc je ne suis pas forcément le plus à même à donc Bernard, quelle sera la suite de ce travail ? C'est un peu les perspectives de Polapis que j'avais présentées hier. Je pense qu'il y a un aspect sur la viabilité du pollen qu'on n'a pas du tout abordé. Il y a la période effective de pollinisation chez le tournesol, qui est un point très important quand même qu'on n'a pas dû aborder, en fonction de la température, bien sûr, par rapport à ce qu'a montré Stan. Il y a la gestion de la pollinisation par rapport au problème de contamination, qui je pense est un vrai problème qu'il faut qu'on regarde un petit peu. On avait travaillé avec la FNAM sur les problèmes de transfert de pollen intracolonie. On sait que ça existe. Ça peut être des éléments vraiment importants. Avec la FNAM, on avait travaillé sur les oignons rouges par rapport aux oignons blancs, parce qu'ils se voient quand même un peu beaucoup chez eux. Maintenant, je crois, avec Terre Atlantique, ils m'ont indiqué qu'il y avait des méthodes qui permettent de vraiment vérifier extrêmement précisément la pureté des semences. Et c'est ces méthodes, je pense qu'il pourrait être intéressant de combiner avec des méthodes de gestion de la pollinisation avec différents insectes pollinisateurs. Là, c'est pareil, on a travaillé uniquement avec l'abeille domestique. Il y a maintenant disponible sur le terrain des bourdons, des osmies, je pense, et puis la combinaison de ces insectes aussi, c'est des éléments qu'il faudrait regarder de plus près pour arriver à vraiment essayer de maximiser et voire optimiser, si on prend en compte le PMG, la pollinisation pour vraiment maximiser, optimiser le système.
Stan Chabert, vous avez eu l'occasion de montrer ce travail à la filière apicole, agricole, et si oui, quelles ont été leurs réactions? Côté apicole? Les deux, apicole ou agricole, est-ce que vous avez pu... Agricole, en tout cas essentiellement la filière semences oléagineuses, parce que c'est avec eux que j'ai fait ce travail, enfin ceux qui m'ont financé. Donc oui, chaque année on a restitué les résultats, y compris sur le terrain, donc là-dessus il y a eu un gros suivi. Dans le cadre de ces réunions, il y avait quand même quelques apiculteurs qui étaient présents, les ADA... donc il y avait une présence apicole. D'ailleurs c'était intéressant parce que notamment la dernière qu'on avait faite c'était à Toulouse aussi donc il y a 2 ans, en 2017, et il y avait eu pas mal d'échanges dans ce cadre-là. Donc j'avais trouvé vraiment ça intéressant. Là entre aujourd'hui et hier, je trouve que la présence apicole est moindre, mais ce qui n'empêche pas en tout cas d'avoir des échanges comme on a eu un peu ce matin. Et effectivement, l'histoire de la quantification de la ressource en hectares est assez prégnante. Et effectivement, là, je n'ai pas présenté, mais j'ai aussi travaillé sur ces aspects. Donc moi, c'est aussi des questions qui m'intéressent. Et effectivement, je pense que le facteur climatique sur lequel la température sur laquelle j'ai travaillé, et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire sur l'aspect nectar, parce que c'est quelque chose qui lie un peu les deux, pollinisation et nectar. Merci Stan et Bernard pour ces résultats de recherche. Donc c'est vraiment des travaux et des résultats fort intéressants qui devraient permettre de mieux gérer le service pollinisation selon la culture, le contexte climatique, paysager et variétal, et des résultats qui vont vraiment intéresser les deux filières assurément. Axel. Merci Stéphanie. Je vais m'adresser maintenant à Alain Treille. Alain Treille, vous êtes responsable en amélioration de semences pour Syngenta. Et comment vous exploitez concrètement tous ces travaux de recherche dans votre quotidien? C'est quoi votre objectif en termes de production de semences? Bon, alors on avait commencé avant qu'ils fassent les études, comme ça, mais grâce déjà à des travaux qui avaient été menés par l'INRA à Rennes. Et donc, pour répondre sur le colza, je ne parle pas de tournesol là. Si on refait un peu l'histoire des apparitions de nouvelles constructions génétiques, c'est à partir de 92 que ça a démarré, mais la vraie production des semences hybrides, c'est à partir des années 2005 qu'elle a décollé. Et donc nous, jusqu'à présent, on était plutôt producteurs de lignées, donc on n'a pas trop de problèmes d'évaluation des abeilles ou de la pollinisation, tomophile, etc. Et à partir du moment où sont arrivés les premiers hybrides, on a compris que ça allait être compliqué. Parce que les zones classiques, traditionnelles de production des lignées, ça ne marchait pas pour les hybrides. En gros, c'était l'Allemagne, le nord de la France, le centre de la France. Et il y avait quelques pilotes dans le sud-ouest qui fonctionnaient bien. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à comprendre que les chiffres qui ont été annoncés par Stan, là, ils existaient déjà en fait. 95% de la fécondation des femelles, les mâles stériles, comme vous voulez, en production de semences de colza sont sous l'action des pollinisateurs. Bon, les pollinisateurs disponibles d'une façon naturelle sans qu'on en mette, il n'y en a pas beaucoup, à part un peu dans le Béarn. J'ai vu des collègues béarnais, c'est là qu'on a vraiment compris aussi l'importance des insectes sauvages et en plus des abeilles domestiques. Donc en fait, quand on a voulu augmenter les surfaces de production de semences d'hybrides, je dis bien d'hybrides de colza, il a fallu trouver des abeilles domestiques parce que c'était les plus disponibles et puis les plus facilement... je ne veux pas dire trouvable, c'est pas un mot français, mais qu'on pouvait trouver dans toutes les zones, quoi. Voilà. Alors, à partir de là, on a commencé à se poser des questions. C'est surtout les apiculteurs qui nous ont appris comment fonctionner, évidemment. Alors, on a parlé des ouvertures de ruches tout à l'heure, on en a fait. Mais c'est vraiment avec le travail avec les apiculteurs en proximité qui a permis de bien comprendre comment on pouvait gérer les abeilles dans le cadre de la production de semences de colza. Et ces travaux, typiquement sur de la charge en abeilles par hectare, plutôt que de parler d'une charge en ruche, vous, concrètement, qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Et est-ce que ces éléments de recherche vous font évoluer dans votre raisonnement? Bon. C'est très lié aussi à des chiffres. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stan, mais bon, c'est pas très grave, on en rediscutera plus tard. Mais le nombre de fleurs par jour à féconder à l'hectare, on ne s'était jamais vraiment posé la question... Est-ce que c'est 5 millions, 6 millions, 7 millions, ça change tous les jours. Bon, alors on s'est dit, il y a au moins 6 à 8 millions, et à partir de là, on a fait un peu le même raisonnement. On a dit, quel est le potentiel de visite d'une abeille butineuse, etc. Alors après, butineuse à nectar, butineuse à pollen, il fallait faire la différence, ça on ne savait pas. Et donc, petit à petit, on est passé, en fait, d'une préconisation qui était de 2 colonies à l'hectare à 4.
Donc 2 ruches, vous êtes passé à 4 ruches par hectare. Ouais. Parce que, pour 2 raisons. Bon, déjà, avant, on ne maîtrisait pas vraiment le concept de colonie. On parlait de boîtes, nous, de ruches. Après, on a commencé à comprendre combien il y avait de butineuses à nectar, butineuses à pollen. Et puis après, on s'est rendu compte qu'entre apiculteurs, il y avait aussi des différences de qualité qui pouvaient être liées à l'apiculteur, de la race d'abeilles, je ne sais pas, à l'apiculteur, ou à l'hétérogénéité du rucher. C'est-à-dire que si on met 20 ruches, il y en a peut-être 10 qui sont très bonnes, 5 moyennes, et puis 5 pas bonnes, quoi. Alors, 4, c'est le choix qu'on a fait. En fait, 3 suffirait, mais 4, c'est par sécurité. Voilà, ouais, j'approche. Donc, 4, je ne sais pas dans l'avenir comment vont évoluer les travaux. C'est sûr que si on pouvait diminuer le besoin en ruche à l'hectare, ça nous arrangerait pas simplement pour une question de coût, pour une question de disponibilité. Parce que là, clairement, on va vers une impasse. Voilà. En termes de disponibilité en colonie que vous pouvez mettre sur vos productions de semences en France. Colonie de qualité correspondant aux besoins de la production de semences de colza. Après, un dernier point que je peux ajouter aussi qu'on a pu déduire des travaux à travers le temps, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, le rendement en production de semences de colza, c'est pas qu'une question de femelles au mètre carré, c'est une question donc de transversale, c'est une question de taux de fécondation, de réussite, etc. Et que si on change nos ratios, alors avant on était sur du 1 pour 3 ou 1 pour 4, là maintenant, vous parlez, c'est les ratios de semis, c'est-à-dire au champ, le nombre de rangs de mâles par rapport au nombre de rangs de femelles. La photo sur laquelle vous avez réagi là tout à l'heure de Stan, c'était bien le cas. Hein. Il y a 4 rangs ou 6 rangs de mâles et le double ou le triple en femelles, quoi. C'est ça le ratio. Et donc en fait, même avec des ratios 1 pour 2, on a réussi encore à battre les records précédents en termes de rendement, de faculté germinative, et de pureté variétale, pureté variétale, etc. Donc on s'est dit, faut continuer dans cette voie-là. Moi, par rapport à ce que disait ce matin là, Fabien, ça ne m'a pas étonné qu'il réagisse comme il a réagi. Nous, il faut qu'on protège la culture. Donc on doit travailler avec les apiculteurs pour savoir avec quel produit, à quel moment, et pour qu'on évite d'avoir des ennuis. Et on y arrive très bien. Hein. On n'a jamais perdu une ruche, à ma connaissance, en pollinisation sur le colza. On a eu des petits pets. Bon, fongicides, peut-être pas tard le soir, mais tôt le matin. Bon. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est très sérieux. Si on récolte 3 tonnes, ce qui est souvent le cas, sur un hectare où on a détruit 40% de la surface parce que c'était des mâles, ça veut dire qu'on est pratiquement sur un potentiel de 5 tonnes à l'hectare. Il ne faut jamais oublier que c'est de la production de semences à fécondation croisée, donc c'est plus compliqué que des simples lignées. Ça veut dire que à travers la production de semences, on peut démontrer que l'impact des abeilles, enfin des pollinisateurs, on va dire des insectes en général, est très important. Un vrai facteur de production de semences, ça l'est aussi en conso. Vous avez suivi le raisonnement, mais effectivement, en production de semences, on récolte beaucoup moins en surface que sur une surface totale qu'on va récolter en agricole. Et pourtant, en production de semences, on a des niveaux de rendement qui sont presque supérieurs à la normale. Donc, alors, la pollinisation est clé. J'ai encore 30 secondes. Allez, on vous accorde 30 secondes. Non, mais grâce à ça, on a vu qu'on pouvait monter le potentiel grâce aux abeilles. Après, il faut le garder. Hein, protection de la culture, mais aussi nutrition des plantes. Donc après, c'est un raisonnement transversal. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour aller au bout et garder nos kilos, nos kientos, mais aussi pour que la plante puisse les faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'impasse sur la fertilisation. Et là, encore une chose, là, je fais une petite relation avec le tonsol et ce que j'ai entendu sur le miel, le nectar, etc. Je crois qu'il y avait des études de Terrinovia qui avaient été faites à l'époque, dans la région, là, Grand Sud-Ouest, et 3 hectares sur 5 étaient en état de subcarence en bord. Hyper important pour nous, le bord, en production de semences, et ici aussi en conso. Parce que ça a une action directe sur la qualité du nectar. D'accord, donc encore un facteur de variabilité qu'il faut intégrer dans les études. Ouais. Merci Alain pour votre témoignage. Donc rebonjour Fabrice Allier. Donc, pour rappel, vous êtes coordinateur pollinisation et ressources à l'ITSAP et vous avez dû être très intéressé par les résultats de Paul Apis et de la thèse de Stan Chabert, parce que vous cherchez en effet à mieux coordonner le service pollinisation, à mieux le professionnaliser. Expliquez-nous vos travaux. Alors je vais essayer de reprendre un petit peu au début l'idée par rapport au titre de la table ronde qui vise à mieux connaître les abeilles pour mieux produire ensemble. En fait, le projet Paul Apis nous a permis aussi de mieux connaître l'apiculteur et son fonctionnement, et donc savoir comment l'apiculteur travaillait pour préparer ses prestations de
de services et tout ce qui concerne en fait l'apport de colonies à la date demandée, dans les conditions demandées, selon les cahiers des charges qui ont été évoqués ce matin à la table ronde précédente par les professionnels pour établir en fait des outils communs entre les filières. Donc, qu'est-ce qu'on a appris on a eu comme qu'est-ce que les travaux de Polapis, en tout cas la partie technico-économique et les approches par enquête et témoignages qui ont été faits, nous ont apporté et conforté, c'est que l'apiculteur en France, contrairement à d'autres secteurs comme à d'autres pays comme aux États-Unis, l'apiculteur en France est d'abord un producteur de miel. Et donc, à partir du fait qu'il soit d'abord producteur de miel, c'est qu'en grosse partie, son chiffre d'affaires et sa production, son cheptel, va être organisé autour de la production de miel. Et néanmoins, on a quand même des apiculteurs qui répondent aux besoins de la filière, des filières, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'ici, on parle de filières semences oléagineuses, mais dans la tête de l'apiculteur, et si on se met en fait dans sa peau, à l'échelle de l'exploitation, on peut regarder que l'apiculteur est finalement en interface avec un certain nombre de filières, de cultures et donc de filières. Donc l'apiculteur, là, si on peut regarder cette illustration, ça nous permet de voir aussi qu'à l'échelle de l'exploitation, il va réagir avec un certain nombre de contraintes. Et donc quand je disais que l'apiculteur n'était pas trop peu pollinisateur, donc en moyenne, les chiffres qu'on a eus à travers les enquêtes, c'est que 18% de son chiffre d'affaires est généré par la pollinisation. Donc on voit que la partie haute du graphique, du tableau, qui concerne les mielés, apporte l'essentiel en fait de son chiffre d'affaires annuel. Et la partie basse permet de voir aussi les différentes cultures pour lesquelles il est sollicité. Et chaque culture va nécessiter des compétences, des références particulières, des cahiers des charges. Alors donc ça avance avec le colza et le tournesol semence, mais voilà, il y a une adaptation à faire. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail sur ces adaptations, ces contraintes et les coûts que ça représente, on peut regarder un calendrier. En fait, l'apiculteur se met dans une situation globale. Il va répondre à une succession de demandes qui peuvent être à la fois de la pollinisation ou, en tant que service, prestation ou de mielés. Et les colonies vont être sollicitées et transhumées en fonction des chantiers, des besoins. Et donc on commençait par un colza semence, enchaîné par une mielée par exemple de tilleul ou châtaignier, et puis revenir sur une pollinisation de tournesol. Donc finalement, nous, qu'est-ce qu'on a regardé dans le projet Polapis, c'est d'avoir... donc là, on a regardé... la partie de travail de Stan, c'était d'évaluer la colonie à J0 au moment de l'apport avec une méthode Paul Eval, qui permet d'évaluer la quantité de butineuses. Là, en fait, si on se projette avec un regard de durabilité, comme que l'outil colonie va lui permettre en fait d'enchaîner un certain nombre de travaux et de générer une production économique. Nous, ce qui nous a intéressé là, c'est de décrire un peu plus loin la colonie avec une méthode qu'on a appelée Col-Eval, à la fois J0, c'est les mêmes conditions, mais donc à la fin aussi de la période de pollinisation pour savoir dans quel état la colonie va sortir de cette phase-là pour enchaîner sur autre chose. Et donc cette partie-là est essentielle parce que, si vous voulez, l'apiculteur souhaite quand même que son outil, qui est un outil vivant, la colonie, reste en état pour enchaîner sur la mielée. Donc cette méthode a été mise en place. On s'aperçoit que dans l'expérimentation, les travaux ont permis... les apiculteurs ont apporté quand même des colonies homogènes pour répondre au cahier des charges. Par contre... là, sur la période de pollinisation, on note une grande variabilité de la sortie de la période de pollinisation des ruches, du comportement des colonies, et ça, c'est assez dépendant à la fois de la dynamique qui se passe et dépendant de l'environnement
dans lequel elles sont, mais également aussi des pratiques des apiculteurs. On a eu le cas, par exemple, avec une forte pression d'essaimage qui a sans doute réduit l'activité des butineuses. Donc, concrètement, quand Stan nous dit qu'il faut 3700 butineuses à J0, c'est vrai que si derrière il y a une préparation qui n'atteint pas cet objectif-là, alors 3700, 4000, 5000, en tout cas il y a un objectif. Si en plus derrière c'est parce que là on est en colza, donc il y a une forte poussée de la dynamique de la colonie avec une pression d'essaimage, possibilité que la reine donc s'en aille avec une grosse partie des butineuses. Ça peut mettre à mal en fait la dynamique. Et ces approches techniques, comment elles sont perçues par les apiculteurs ? Ces approches techniques, ce travail technique que vous faites, comment c'est perçu par les apiculteurs ? Alors nous, ce qu'on met en place là, ce sont des travaux qui répondent à des attentes des apiculteurs d'être plus, qu'on leur mette à disposition davantage de références techniques pour pouvoir avancer et être en condition de répondre aux besoins, donc au marché. Alors par exemple, déjà, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est les motivations de ces agriculteurs-là, parce que avoir des références techniques, c'est une chose. On note aussi que sur la partie prestations de pollinisation, les motivations, elles n'ont pas tellement évolué depuis plusieurs années. Pourquoi un apiculteur peut aller se positionner sur de la pollinisation, c'est pour la trésorerie que ça va générer assez rapidement dans les semaines qui suivent en fait le marché. Il y a l'aspect relationnel qui est mis aussi en avant, puisque ça permet de garder un contact entre acteurs sur le territoire et donc de parler de différents sujets, dont ceux qui nous ont animés là aujourd'hui. Et puis notamment sur les pollinisations de printemps, comme le colza semence en ce moment, ça permet évidemment de démarrer les colonies en leur apportant de la ressource, une masse florale qui va les booster et enchaîner justement sur le circuit. Alors, donc les références qu'on a aussi, ça leur permettent de s'adapter donc aux différents cahiers des charges. Alors, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a peu de cahiers des charges. Là, on est à 4 colonies hectares, on disait, sur le colza. On sait que selon les cultures, alors on l'a vu aussi tout à l'heure avec Stan, ça peut aller jusqu'à 8, même 40 colonies hectares. Enfin, en tout cas, nous, dans l'enquête, ce qu'on voit, c'est qu'en gros, ils sont entre 2 et 8 colonies par hectare, quelle que soit la culture pollinisée. Donc il y a aussi une adaptation, une anticipation à avoir de ce côté-là pour l'ensemble de l'atelier pollinisation. Et tout ça demande du temps, parfois c'est de la pénibilité de travail. Alors, c'est dans les contraintes qui sont exprimées, il y a les risques d'intoxication qui restent aussi bien présents, notamment sur carottes. Il y a quelques années, il y a eu coup sur coup un enchaînement de cas qui ont eu des effets aussi jusqu'au passage à l'hiver. Et donc une organisation. Alors, si je peux parler aussi un petit peu au niveau des prix, puisque c'est ce que la donnée, le travail de Paul Apis a permis de générer, c'est d'aider en fait les apiculteurs à construire le prix. Bon, il y a des prix qui se pratiquent, mais c'est aussi mieux approfondir la manière dont on peut, quels sont les éléments qui rentrent en compte dans la construction du prix. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'en gros, dans les prestations, là, sur 180 prestations qui ont été étudiées à travers des questionnaires, on est entre 0 et 150 euros la colonie, donc par colonie, sachant qu'en général, la colonie est louée de 2, 3 semaines, 4 semaines en fonction de la durée de la floraison. Et alors, en moyenne, donc, on est à 39 euros par colonie. Qu'est-ce qui rentre en compte dans ces calculs-là ? Alors c'est là où le travail a permis de montrer qu'on avait des coûts directs, des charges directes qui sont de l'ordre de 25 euros en cumulé et qui intègrent en fait les coûts de déplacement, donc inclut aussi le temps de travail, le temps de déplacement, de dépôt, de retrait, mais aussi de visites intermédiaires qui peuvent y avoir. Et le nourrissement, qui sont des charges facilement finalement estimables, puisque c'est des coûts directs.
Donc avec une diversité, une variabilité de 9 euros à 45 euros sur ces charges-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est ce qu'on n'arrive pas ou peu à prendre en compte en fait dans ces calculs, ou que pour l'instant on n'est pas allé suffisamment en avant pour trouver l'outil d'aide à la décision pour construire cette partie de prix. Donc ça concerne alors le manque à gagner éventuellement par rapport à la production de miel qu'il n'y aurait pas sur cette culture-là, du fait que l'apiculteur peut être tenté, comme on l'a vu sur le calendrier, qu'il y a des concurrences entre le miel et certains chantiers de pollinisation. Donc il faut savoir que le prix du miel est relativement élevé aussi par rapport aux charges qui sont liées à la prestation, ce qui n'était pas le cas par exemple dans les années 90 où il y a beaucoup d'apiculteurs qui se sont lancés dans les services de pollinisation. Et donc ce manque à gagner est aussi à estimer. De même que tout ce qui concerne l'affaiblissement potentiel des colonies à la sortie de cette période et les charges de structure globales à l'échelle de l'exploitation. Donc c'est un coût aujourd'hui qui est un peu sous-évalué, ce que vous dites. Prix de la pollinisation. Alors oui, on est à peu près à 40 euros en moyenne par colonie prix payé. Voilà, on est entre 9 euros et 45 euros de charges, donc on est en 25 euros en moyenne de charges directes. Et à cela s'ajoutent des charges indirectes qui sont à prendre en compte aussi. Voilà. Oui, alors je voulais vous poser une autre question également. En fait, on sait que ce qui a été dit, la filière semence oléagineuse, la production a largement augmenté ces 10 dernières années. Est-ce que les apiculteurs sont assez structurés aujourd'hui pour répondre à cette demande ? C'est des sujets là qui ont commencé à être abordés précédemment, et je pense que ce qui a été dit là sur la table ronde précédente par les professionnels montre qu'il y a une volonté de poursuivre les engagements, voire d'aller plus loin pour se structurer. Sur la partie qui nous concerne, c'est la structuration. Je l'entends aussi par créons davantage de références techniques. Là, on a parlé on parle de quelques filières, d'une filière aujourd'hui. Il y a l'arboriculture, il y a le maraîchage, il y a les semences potagères, il y a tout ce qui concerne aussi les semences, les productions sous tunnel qui sont assez spécifiques. Donc là aussi, il y a des besoins que l'apiculteur monte en technicité pour mieux appréhender ces préparations de colonies et qu'on construise ensemble aussi les cahiers des charges ad hoc pour que ça soit équilibré entre les parties. Merci Fabrice. Voilà. Merci Fabrice. Je pense qu'on a vu un développement de l'offre en colonie. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir un point de vue de praticien mais semencier. Et je vais m'adresser à Raphaël Comte. Raphaël Comte, vous êtes directeur du pôle semences chez la Dauphinoise, donc une coopérative qui, comme elle se nomme, est dauphinoise. En Dauphiné, je confirme. Voilà. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est que vous m'expliquiez la manière dont vous avez fait évoluer vos contrats à travers les évolutions récentes qui ont pu être décrites, notamment d'évaluation de la qualité des ruches, finalement, d'évaluation réelle de ce que vous exigez vis-à-vis des apiculteurs. Eh bien, sans problème. Tout d'abord, vous représentez un peu ce que sont les multiplications de semences oléagineuses au sein de la coopérative. C'est quand on parle d'hybrides, environ 1000 hectares chaque année qui sont développés entre du colza et du tournesol. Fin 2015, on s'est posé une grosse question dans l'équipe, à se dire pourquoi est-ce qu'on est aussi dispersé sur les résultats annuels qu'on a, et y compris au sein d'une même variété. Et est-ce que, au-delà du positionnement de nos plans de multiplication, au-delà des moyens, des obligations de moyens, notamment l'irrigation qui tient à ces multiplications, est-ce qu'il n'y a pas aussi à chercher quelque chose du côté de l'abeille, et notamment des ruches? Et on a commencé donc à réfléchir sur la façon dont les agriculteurs engageaient la relation avec leurs collègues apiculteurs qui étaient à côté de chez eux, avec qui il y a une relation traditionnelle qui s'était mise en place. Donc on a commencé aussi à buter contre une chose très rapidement, qui est la responsabilisation des uns et des autres, autant du côté agriculteur que du côté apiculteur. Je vais l'expliquer. La responsabilisation du côté agriculteur, c'est vrai que même si c'était il n'y a que 4 ans, on pouvait parfois voir des interventions en culture qui étaient très limites pour le respect de l'abeille. Et puis du côté apiculteur,
J'ai souvenir aussi de discussions avec l'agriculteur multiplicateur de semences hybrides. Tu en es où dans le dépôt de tes 2 ruches? Mes 2 ruches, elles y sont bien, là. Oui, je te confirme, c'est des ruches, mais c'est des boîtes en bois, quoi. Parce que je ne vois absolument pas de colonie, moi. Il n'y a rien qui sort de tes ruches. Donc c'était aussi reprendre ces choses-là. Donc la première démarche, ça a été ce qu'on a appelé chez nous la contractualisation. Des 3 parties, il existe chez nous 2 formes de contrat. Donc un contrat entre la coopérative et les apiculteurs et un contrat entre la coopérative et les agriculteurs, qui sont tous les 2 basés de toute façon sur la charte de bonne pratique dont on a parlé tout à l'heure. C'est le cœur du réacteur qui a été mis en place dans ces contrats. Cette chose-là étant passée, on a fait un appel d'offres auprès des apiculteurs. On s'est dit avec mon équipe technique, on va avoir personne, puisque on était encore dans un peu un monde qui s'opposait. Et on a démarré l'aventure, je me souviens, avec 2 apiculteurs qui ont, je dirais, accepté de signer ces contrats-là, des agriculteurs qui, bien entendu, ont été mis dans la boucle. On est passé la première année sur 1/3 du plan de production couvert par cette démarche contractuelle, la seconde 50%, et on est passé très vite à 100% du plan en termes de déploiement pour poser les responsabilités des uns et des autres. Donc ça, c'était fait. Ça nous a permis de fédérer les gens entre eux, de restructurer, de reconstruire. Le président Bourdil, ce matin, parlait dans son intervention de nécessité de mettre les gens autour d'une table, de fédérer les gens. C'est exactement ça. La première vocation de la démarche, c'était celle-là. Et puis on a vite buté contre une chose qui était de connaître parfaitement ce qui était posé sur nos parcelles en termes de qualité de colonie, et un peu quelque part de se dire comment est-ce qu'on peut faire progresser les apiculteurs, comment est-ce qu'on peut faire progresser notre plan de production encore au travers de l'abeille, qui est un véritable intrant dans le système des productions de semences hybrides. Et c'est là qu'on a croisé Jean-Christophe avec la méthode Poléval, qui fait suite donc aux travaux qui nous ont été présentés jusque-là. Et grâce à cette méthode, on a su tout de suite et on a vu identifier cette technique comme étant le jalon qui allait nous permettre de pouvoir continuer à progresser sur la qualification, la quantification plutôt, des colonies qui étaient mises en jeu. On a parlé de tarifs. Chez nous, c'est très clair. Le contrat prévoit un tarif unique. Ça aussi, c'était déjà un premier axe de vocation dans la chose. 45 € par colonie posée. Qu'on parle de ruche ou de ruchette. Si c'est une ruche, une colonie sous forme de ruche, c'est 45 €. Si c'est une ruchette, c'est 30. Il y a un facteur multiplicateur après qui détermine à 90 € par hectare. Mais pour pouvoir toucher cette donnée-là, il faut quand même qu'on ait la visibilité d'une colonie de qualité. Et c'est la méthode Poléval qui nous a permis ça. Donc ça a été un nouveau challenge pour nous, de faire accepter aux apiculteurs d'avoir des ouvertures de leur colonie, ce qui est, dans un premier temps, pas simple à expliquer, parce qu'il faut que ce soit présenté avec... je dirais une non-agression sur la colonie, avec des gestes qui soient appropriés. Donc évidemment, c'est pas Dauphinoise qui pouvait le faire parce que c'est pas du tout notre métier. On a confié d'emblée cette chose-là à la NAMSO avec cette méthode Poléval qui, pour le coup aussi, nous apportait une neutralité dans la relation avec les apiculteurs et les agriculteurs. Donc c'était assez pratique. Au moins, s'il y avait un problème, c'était pas de la faute de Dauphinoise, c'était la faute de Jean-Christophe et ses équipes. Ça n'est jamais arrivé. Donc on a conduit ça une année, le verdict est tombé, nous avions effectivement à peu près 1600 ruches, la note moyenne qui est tombée la première année devait être de 6,7 intercadres remplis. Voilà. Stan parlait tout à l'heure d'un repérage sur son graphe à 7 cadres remplis, intercadres remplis avec une population de 18 500 abeilles. 6,7 mais avec une très très forte dispersion au niveau de nos apiculteurs. La note la plus basse était inférieure à 3. Ça ressemble à peu près à ça. Il y a peu d'abeilles qui sortent. La note maximale était de 10. Et y compris sur l'apiculteur qui était à 10, sa moyenne n'était pas du tout à 10, puisqu'on avait une très forte hétérogénéité entre la meilleure colonie et la plus faible colonie. Donc on a inscrit dans notre contrat une nouvelle démarche qui était de dire la note minimale c'est 7, on veut des ruches de qualité, on vous les rémunère, je prends note que la moyenne constatée c'est 39, certes on rémunère mieux, mais il doit y avoir une obligation de résultat liée à ça aussi. Donc préparez vos ruches pour qu'en termes de qualité de colonie, nous ayons des choses qui soient, dès le premier jour on va les poser, capables de répondre immédiatement à ce qu'on a en termes de besoin de pollinisation et d'efficacité de pollinisation. La deuxième année est passée, la note est remontée à 7,1, de mémoire je crois Jean-Christophe.
Donc on s'est dit c'est le bon support et effectivement, même si c'est pas traductible en termes de rendement et de performance quantité, en tout cas ça l'est au point de vue performance, qualité, que ce soit sur de la faculté germinative ou que ce soit sur de la pureté variétale, c'est clair. On vient de terminer la 3e année, on a modifié encore une fois notre contrat parce qu'il est évolutif, cet outil. D'abord, pour demander du côté agriculteur à optimiser le volant communication, puisque chaque année, à l'instar de nos collègues de Terre Atlantique, on réunit les apiculteurs, on fait le débrief de ce qui a marché, pas marché, et on prend en considération ce qui n'a pas marché, ce qui a dérapé, pour le corriger dans le contrat et obliger les gens à être dans la bonne voie pour que les choses continuent dans le bon esprit. Là, le volet de cette année, c'était la communication. On n'a pas les numéros de téléphone, on n'a pas... Voilà. Donc tout le monde est interconnecté maintenant, et tout le monde a cette base de connaissances, d'informations, et on a rajouté au travers de notre contrat une prime d'intéressement à la qualité de la ruche, qui fait que si l'apiculteur, effectivement, sur sa note pondérée, toute colonie confondue, tient une note de plus de 7 cadres remplis, il peut bénéficier de 10% de prime par rapport à sa rémunération initiale. Donc c'est vraiment une démarche gagnante-gagnante pour toutes les parties, avec un très fort volant de communication interacteur. C'est vraiment le point sur lequel on insiste auprès de nos agriculteurs et auprès des apiculteurs, pour qu'à chaque fois qu'il y a un doute, à chaque fois qu'il y a une intervention à prévoir, à chaque fois qu'il y a une demande particulière, les gens rentrent en contact, n'hésitent pas à le faire, que les points de pose des ruches soient préparés. Ça veut dire zone d'envol, ça veut dire être à l'abri du soleil, ça veut dire créer une buvette à proximité des colonies qui sont posées. Tout ça, ce sont des obligations qui figurent dans les contrats. Ça pouvait paraître assez, je dirais, coercitif comme démarche, mais quand je vois au bout de la 4e année l'état d'esprit qu'on a dans ce groupe d'apiculteurs, quand on fait le point chaque fin d'année avec eux sur ce qui a marché, pas marché, c'est simple, la réunion elle est paramétrée pour durer 2 heures le matin et on a un moment convivial ensemble autour d'un repas, c'est bien normal. Il se trouve que ça fait 2 ans qu'on dépasse très largement les 2 heures et qu'on continue l'après-midi en évoquant des sujets qui sont la qualité de la pollinisation avec des expériences croisées. Et on a une très bonne dynamique qui est ressortie de ça, c'est le bienfait de cet outil Poléval qui a permis donc de poser un curseur qui pour nous est le véritable index qu'on cherchait depuis un petit moment pour avoir des ruches de qualité, des colonies de qualité et réussir nos plans de production. Voilà. Merci beaucoup Raphaël. Merci. Effectivement, on va rester, donc on était sur le territoire de la Dauphinoise, on va rester pas très loin, dans un autre territoire, avec le rôle des associations de développement de l'apiculture. Marion Guilmer, vous êtes technicienne à l'ADA, Association de développement de l'agriculture, donc AURA. Donc c'est en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc vous vous occupez des relations entre agriculteurs et apiculteurs, donc de la pollinisation. Expliquez-nous le rôle de ces ADA pour créer du lien entre les agriculteurs et les apiculteurs. Alors déjà, bonjour. Depuis 2 jours, là, on parle des ADA. Je ne sais pas si tout le monde a bien en tête ce que veut dire une ADA. Donc peut-être on peut se rapidement rappeler ce qu'est une association de développement de l'apiculture. Voilà une petite cartographie un petit peu des associations de développement qui sont présentes dans la plupart des régions françaises. Donc on est des structures régionales. On est impliqué dans la structuration de l'apiculture dans nos régions. Ces structures sont pilotées par des apiculteurs et en fonction de leurs besoins, on apporte un appui technique aux exploitations. Et au-delà de ça, on est aussi au cœur de la production de références sur nos territoires, notamment techniques, mais scientifiques. Donc ça a pu être le cas dans le projet Polapis, mais c'est le cas aussi dans plein d'autres projets qui sont coordonnés au niveau national par l'ITSAP et par ADA France aussi, qui est notre fédération nationale. Donc tous ces travaux qu'on peut conduire en région et qui vraiment sont le reflet des spécificités qu'on a localement, l'idée c'est de les valoriser avec les autres filières, et notamment les filières agricoles. Donc ce qu'on peut mettre en place, c'est la diapo suivante. Voilà, je me fais un peu le porte-parole de mes collègues aussi dans les autres régions, donc on a été un peu piocher ce qui se faisait à droite et à gauche. Donc on parle de bien connaître l'abeille pour mieux produire, et nous on se dit aussi que ça c'est la base, et que le petit plus c'est de bien connaître les apiculteurs pour bien produire.
Donc on organise des rencontres qui peuvent prendre différentes formes. Donc ça peut être des journées de formation auprès de techniciens, comme on a pu le faire en Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi des visites, des rencontres autour de ruches. Donc ça, c'est les ouvertures de ruches. On peut aussi avoir des très bons supports de discussion autour d'une visite d'exploitation apicole, puisque la majorité de nos adhérents dans nos structures sont des exploitants apicoles. On se statue et pluriactif. Donc ça déjà, ça occupe du temps dans le quotidien de ces personnes-là. Et puis ensuite, quand on commence à avoir des relations entre filières, interfilières, on peut commencer à construire des outils. Alors c'est le cas par exemple de l'édition de fiches techniques qu'on peut faire au niveau local, de sensibilisation aux enjeux de l'apiculture. Et puis ça finit, une fois qu'on s'est bien connu, qu'on s'apprécie, qu'on arrive à travailler ensemble, par la mise en place de projets. Alors c'était le cas dans Polapis, et puis là par exemple on a des projets en cours avec les filières agricoles sur d'autres thématiques qui peuvent intéresser les apiculteurs. Vous pouvez citer quelques exemples de ces projets ? Oui, alors sur la diapo, là, vous avez un projet de suivi de colonies sur l'ensemble du territoire français. C'est le projet Survapi. Voilà, c'est un projet financé par Ecophyto. L'intérêt de ce projet, par exemple, c'est qu'on est sur un projet multipartenaire en région et chaque région est composée d'un binôme, Chambre d'agriculture, ADA, pour construire un petit peu de la dynamique sur le territoire autour de l'exposition des abeilles aux pesticides et avoir un support de diffusion, d'information, de sensibilisation aux enjeux de l'apiculture et du métier d'apiculteur. Voilà. Alors là, puisque vous parlez de l'exposition des abeilles aux produits phytosanitaires, est-ce que c'est facile de parler de ce thème-là entre agriculteurs et apiculteurs? Quelle est votre perception et comment il faut l'aborder, peut-être? Alors, c'est un sujet qui, je pense, depuis ces dernières années est facilité parce qu'on en parle de plus en plus et parce qu'aujourd'hui, on a aussi des outils pour mesurer tout ça. On ne reste pas sur des concepts. On est vraiment dans le cœur du sujet puisqu'on a ce type de projet en cours dans nos régions depuis quelques années. Donc, on est vraiment sur de la donnée acquise en local et qui est aussi coordonnée par des instituts techniques et de recherche. Ça devient de plus en plus facile aussi parce qu'on aborde d'autres choses que l'exposition des abeilles aux pesticides. On discute vie de la colonie, trait de vie de la colonie. On aborde aussi techniques culturelles parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un besoin de protéger ces cultures. Donc tous ces enjeux sont partagés et on arrive à avoir quand même une écoute et des deux côtés pour améliorer la situation, notamment vis-à-vis de cette thématique. Combien est-ce qu'il y a d'adhérents à l'ADA Aura ? Je ne sais pas si on parle d'adhérents. Si, on est à peu près, donc sur la grosse région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a à peu près 200 adhérents, apiculteurs professionnels principalement. Voilà. Et de votre expérience, quelles sont les lacunes, si on peut dire, les plus importantes des agriculteurs sur la connaissance des abeilles ? C'est très très variable. On peut avoir autant avec des interlocuteurs qui sont impliqués dans les filières semences, on va avoir une connaissance qui est déjà beaucoup plus aboutie parce que facteur de production, parce que il faut s'y intéresser. Donc de fait, on est sur un niveau de connaissance plus élevé qu'un éleveur bovin qui va pas se poser les mêmes questions, bien qu'il y ait des accroches possibles entre ces deux métiers d'élevage, apiculture et éleveur bovin, où là la connaissance, je dirais, de la vie de la colonie est peut-être un peu plus éloignée que celle de la perception que peuvent avoir les gens qui font de la pollinisation dans les semences, par exemple. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage sur le rôle des ADA. Donc on voit que le travail avance sur une meilleure connaissance des abeilles et de leur comportement pour assurer un service pollinisation plus précis. On l'a vu vraiment aussi avec la dauphinoise, les résultats assez intéressants sur avoir une meilleure connaissance du comportement des colonies et des abeilles.